Bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue dans Smart Sport, le match qui oppose toutes les semaines Tapiro à Tapiro. Franck Tapiro contre Mickaël Tapiro, le sommaire de cette semaine. Je vais parler de l'OL, une nouvelle crise à l'OL avec Textor, l'aventurier des millions perdus. Toujours aux États-Unis, les costumes de l'équipe féminine de football américaine et masculine sont exactement les mêmes. Est-ce que c'est une question de non-genre ou pas ? Je vais parler de la marque Hublot qui devient vraiment la marque du football avec une nouvelle série spéciale. Concernant Dupont et le match France-Italie ou les quarts de finale, est-ce que nous sommes tous chirurgiens maxillofacial pour savoir exactement s'il jouera en quart de finale ou pas ? Et puis l'amour des Rolling Stones pour le baseball. On en reparlera aussi. D'accord, Cédric Doumbé a un lien avec Dupont parce que ça se joue beaucoup sur la face. Est-ce que 20 000 euros par seconde pour un combat qui en dure 9 est légitime pour un combat de MMA ? Le sommaire de Smart Sport, on passe tout de suite au programme. La crise à l'OM, Franck Tapiro, racontez-nous tout. Pourquoi Textor est sur le point de cracher ? En fait, l'OL, c'est vraiment le cumul des mandales. Et c'est vrai que les emmerdes n'arrivent jamais seuls. Non seulement ils sont derniers du championnat, ils ont 2 points ou 3 points, 2 points je crois. Ils jouent surtout pas bien, les joueurs sortent des vestiaires en pleurant. Donc c'est une crise sportive, une crise psychologique. Et là, patatras, crise financière. Alors, ça avait mal commencé avec le départ en fanfare de Aulas. Pourtant, Aulas, c'est quand même une référence, avec ce sextuple champion de France, cette gestion impeccable, ce nouveau stade, cette merveille. Et quand il part, on se rend compte que finalement, les comptes ne sont pas exactement comme il les avait prétendument laissés. Et là, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que Textor, qui avait quand même injecté énormément d'argent, qui devait surtout injecter beaucoup d'argent, voit un financement de 75 millions disparaître, plouf, en fumée, comme ça. Oui, c'est iconique, la société qui serait sur le point de se retirer, un des actionnaires qui avait suivi Textor dès le départ. Et voilà, mais quand on parle de 75 millions d'euros, c'est pas un petit chip, c'est pas un pourvoir, c'est carrément, est-ce que, on doit se poser la question, est-ce qu'ils vont aller au bout ? Est-ce que finalement, c'est pas un signe de retrait absolu ? Est-ce qu'ils ne vont pas vendre l'OL dans les jours qui viennent ? Est-ce que l'OL peut finalement survivre ? Donc c'est extrêmement grave. Il y a une somme d'argent, parce qu'aujourd'hui on parle de millions, comme on parle de but, 75 millions pour les choses ça veut rien dire. Mais 75 millions dans le budget d'un club comme cela, c'est extrêmement grave et surtout c'est une crise de défiance. Ouais, là c'est difficile de parler de sport. Je crois que c'est un ratage sur un modèle. On est sur un modèle américain, d'accord, que ce soit iconique, que ce soit Eagle. Quand on rachète un club de baseball ou un club de foot américain, quand ça va pas, on descend pas. Quand ça va pas, on est premier à la draft. Sauf que là, l'OL, quand ça va pas, on peut être relégué. Parce qu'il faut expliquer qu'aux États-Unis, ce sont des ligues fermées. Ce sont des ligues fermées, on en a déjà parlé à une précédente émission. Et là, ça change tout parce que, quelque part, c'est aussi croire que l'investissement dans le sport professionnel est identique sur le modèle américain et sur le modèle européen. Absolument pas. Et là, aujourd'hui, encore une fois, 75 millions d'euros, c'est énorme. Ça ne représente que 19% de l'investissement global. Donc, c'est tout à fait relatif. Néanmoins, c'est un signal très faible sur un problème très fort qui consiste à dire que tous les investisseurs qui débarquent en Europe avec des clubs qui sont forts ont du mal à rentrer avec un retour sur investissement identique à ce qu'ils peuvent connaître aux États-Unis. Et c'est une catastrophe non seulement pour l'OL, pour toute la Ligue 1 et pour le rachat des droits. Pourquoi ? Parce que vous imaginez la chute libre, on parle de l'OL. Même si pour moi il a tout réussi au LAS, sauf un truc, je lui ai dit un jour, il n'a pas très bien pris, mais il a fait un grand club, il n'a pas fait de marque. L'OL n'est pas une marque. PSG est une marque, Saint-Etienne est une marque, Marseille évidemment est une marque, l'OL non, premièrement. Deuxièmement, ça jette pour moi le discrédit sur l'ensemble de la Ligue 1. Parce que laisser un club comme l'OL, d'abord, dernière position, se scratcher comme ça, quelque part ça aspire par le fond la Ligue 1, alors que la Ligue 1 était au contraire en train de montrer de très bons signes, comme ce qu'on a vu avec Lens, face à Arsenal. Mais je pense qu'il n'a pas PSG, fait exprès. l'OM. Je pense que Textor l'a pas fait exprès. Je ne parle pas de fait exprès, je parle que c'est une conséquence. Il l'a pas fait exprès, mais encore une fois, en France, on a le DNCG. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. Aux États-Unis, on n'a pas ce problème-là, d'accord ? Et ils se retrouvent contraints à avoir un mercato extrêmement faible par rapport aux promesses. On l'a vu, Laurent Blanc est resté 3 semaines, il est reparti. Donc, quelque part, dans l'équation d'un club européen, qui n'est pas Manchester United ou Manchester City ou Liverpool, qui vit avec un ADN très fort, l'Olympique de Lyonnais est très respectable, mais ce n'est pas un top club d'un point de vue de la marque, eh bien, c'est très simple. On ne peut pas suffisamment
être amorti en fonction des problèmes de football, en fonction des problèmes de résultats. Et là, aujourd'hui, c'est simple. Si le club, un petit peu à l'instar de Bordeaux, on est exactement sur le même schéma. Bordeaux, nouveau stade, nouvel investisseur, beaucoup d'argent. Ils descendent en deuxième division, il faut assumer. Mais encore une fois, on n'est pas du tout sur le même modèle que le modèle américain, qui protège contre ça. Et rappelons aussi ce qu'on a dit, c'est vrai pour le PSG à l'époque, l'argent n'achète pas tout, Dieu merci. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et vous retrouvez dernière position, vous pouvez avoir beaucoup d'argent et puis finalement passer à côté de votre projet de club, votre projet de marque et votre projet aussi environnemental. On oublie. Pour moi, l'environnement du foot, c'est quoi? Déjà, quand on a un stade comme celui de l'OL, on ne joue pas qu'au foot, on fait des concerts. Quand on est une marque comme l'OL, logiquement, alors pour moi, c'est pas une marque, mais un club comme l'OL, on doit irradier en dehors de son sport. On sait que le Loup a profité, c'est vrai, de la croissance de l'OL. Le Loup, c'est le club de rugby. Le Loup, c'est le club de rugby, a profité de la croissance de l'OL. Et c'est vrai que pour moi, cette irradiation de l'OL est en train de baisser. C'est terrible pour quand même 2e ou 3e région de France, ça dépend si on met l'OL avant Marseille, je ne veux pas insulter Marseille, mais attention, c'est extrêmement grave pour tout l'écosystème, pour l'économie du foot, l'économie tout court. J'aimerais bien intervenir là-dessus parce que, encore une fois, on discute entre passionnés et entre païches, entre régionaux. Pour nous, Lyon, c'est une région avec une image forte, etc. Mais on est à des années-lumière. Iconic se retire, non pas parce que les résultats sont mauvais, c'est parce que Textor avait promis qu'il allait rentrer en bourse. Et comme il ne rentre pas en bourse, alors à ce moment-là, il y a un alinéa dans le contrat qui fait que Iconic a le droit de se retirer. Donc quelque part, l'effet conjoint, il est dramatique pour les supporters, il est dramatique pour les joueurs, il est effectivement dramatique pour la Ligue. Mais on voit bien que, encore une fois, la Ligue a un rôle et la Ligue a une responsabilité. Parce qu'on le sait très bien, lorsque des investisseurs arrivent et viennent massivement acheter et investir dans les clubs, la Ligue a son mot à dire. Et là, quelque part, ça a été, excusez-moi l'expression, la foire à la saucisse. On s'est retrouvé avec des clubs très riches, mais avec des propriétaires qui n'ont pas compris. Mais là, parce que l'argent n'a pas la même valeur, je suis d'accord, mais l'argent n'a pas la même valeur en fonction de la culture. On ne peut pas laisser rentrer de l'argent américain en France. Ils ne comprennent rien au foot. Pour eux, de l'argent, c'est numéraire. Pour nous, l'argent, c'est de la valeur. Donc, encore une fois, le même argent ne procure pas la même valeur. Quand on met des gens qui ne comprennent rien à notre sport, l'argent se finit toujours dans le mur. Alors, le but, c'est pas de dire USA go home. Le but, c'est de dire, quand vous venez dans nos championnats, essayez à minima de vous adapter au système européen et surtout au système de région. Bien sûr, culturellement. Merci. Premier sujet. Textor, peut-être la fin. Peut-être la fin. À suivre. On connaît le prêt-à-porter pour hommes, on connaît le prêt-à-porter pour femmes. Est-ce que vous connaissez le prêt-à-porter non genré ? Écoutez, c'est surprenant, mais ça existe. On savait que ça allait venir par le foot, on savait que ça allait venir outre-Atlantique. On va regarder quelques images et vous allez les commenter. À la première observation de ce costume, déjà, on va mettre de côté les goûts et les couleurs. On voit juste que c'est une jolie femme, bien habillée, avec un costume où le croisé, et là maintenant c'est Rapinoe, on voit très bien que le croisé est un croisé homme. D'accord ? Alors que c'est exactement comme le boutonnage. En général, le boutonnage est inversé chez les femmes. Ça, c'est une information très importante. J'attire votre attention sur l'histoire de la mode et les évolutions qui ont consisté à voir avec Coco Chanel la possibilité de voir les femmes pouvoir se mouvoir autrement qu'avec les accoutrements d'avant et se rapprocher du monde de l'homme. Donc, quelque part, on allait vers un vêtement de femme inspiré de celui des hommes. J'attire votre attention aussi sur que Yves Saint-Laurent, un jour, a décidé que le smoking pouvait être un vêtement pour femme. Absolument. Mais c'était un vêtement pour femme avec un boutonnage de femme. Là, aujourd'hui, on a l'impression qu'on va à l'encontre de l'histoire, en tout cas à l'encontre de la mode. Y a-t-il une idéologie ? Et un petit clin d'œil derrière tout ça. Et je ne pense pas que ce soit la problématique de la fédération américaine de football masculine et féminine, mais quelque part en faisant ça, c'est comme si on faisait une économie d'échelle et quelle que soit la taille, on pouvait habiller les hommes et les femmes de la même façon. Oui, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, c'est la tenue officielle portée par les joueuses de l'équipe américaine de football qui dispute les mondiaux, les Jeux Olympiques. Mais on est en pleine Fashion Week, donc on peut en parler, parce que évidemment, ça sort là parce que la Fashion Week, premièrement, et deuxièmement, je suis effondré en fait. Mais sérieusement, vous vous rendez compte de quoi on parle ? En fait, pour gommer les différences, on va vers l'indifférence. Mais l'indifférenciation, c'est la négation même de ce qu'on est. Et c'est la négation, moi qui ai défendu, vous le savez, pendant des années le foot féminin. Je me suis occupé de la Fédé pendant longtemps. J'ai fait la première grande campagne populaire pour lancer le foot féminin. C'est la négation absolue du sport féminin. Donc des nanas dans un croisé, et Mickaël a raison, on va être d'accord là. Ah bon ? Mais oui, parce que des nanas qui s'habillent dans un costume d'homme qu'on a arrangé pour que ça tienne aux femmes, c'est-à-dire un peu plus amplici et plus cintré,
Donc c'est féminin. Mais, Non, mais ça veut dire quoi, cette histoire ? En plus, ce qui est formidable, c'est que à la limite, si on avait dit que c'était le costume officiel, mais on n'est pas du tout sûr que l'équipe masculine va s'habiller avec le même costume. Mais bien sûr. Mais limite, on a l'impression que le costume, c'est une prise de pouvoir, c'est une prise de guerre de la part de l'équipe féminine par rapport au masculin. Je suis désolé, on confond la forme et le fond, et quand il est question de fond, on trouve ça un peu Et dérisoire. si on veut faire un vrai coup, moi ce que j'aurais proposé, ok, on met les nanas en costume croisés comme les mecs, et les mecs en kilt. Comme ça au moins, c'est facile. L'un change le costume avec l'autre. Ouais, mais ça, ce sera au moins un coup de communication. Ouais, mais là, il y aurait de l'humour, et j'ai pas le sentiment que dans cette Mais- démarche-là, il y ait beaucoup d'humour. Non, parce qu'il y a des woke derrière ça, et le woke ne peut pas avoir d'humour parce que tout est très sérieux. Donc, D'accord. on sent que ce sont des Alors, woke derrière, je vous qui poussent derrière Disney, qui poussent derrière Nike, qui poussent derrière toutes les grandes marques américaines qui sont déjà dans le mur. Parce que dans 2-3 ans, vous allez voir, ils vont tomber du haut de leur splendeur et leur arrogance absolue à jouer avec des genres, faire croire à des enfants que c'est comme ça. Voilà une femme, elle doit s'habiller comme un mec, un peu plus amplifié, un peu plus cintré. Mais dans quel monde on vit ? Au contraire, renforçons nos différences pour aller vers cette acceptation. Là, entre les hommes et on les est femmes. quand même sur la deuxième phase de l'hystérie qui consistait à dire que le foot Mais oui. américain était l'équivalent des hommes comme des femmes. Mais le foot féminin aux États-Unis est beaucoup plus fort et Bien sûr. beaucoup plus prégnant, gagne beaucoup plus d'argent. Donc c'était pas un exploit d'avoir des salaires équivalents entre les hommes et les femmes. C'est tout à fait normal. Donc quelque part, cet esbrouf, cette imposture a fait en sorte qu'aujourd'hui on se retrouve avec un costume certes bien taillé, mais peut-être pas aux bonnes proportions, Ouais, un aux costume bonnes qui gobe personnes. la féminité. On va voir le foot féminin justement pour des vraies bonnes raisons. Et là, finalement, bon, on va voir des mecs jouer au foot, mais ils ont les cheveux longs et des costumes de nana et de mecs. Non, mais ça veut dire quoi ? Moi, je suis scandalisé parce que c'est tout l'inverse de la stratégie du foot féminin. Voilà pour la leçon de mode par les frères Tapiro. Semaine de Ligue des Champions. Messieurs, quel est le sponsor officiel en tant qu'horloger de cette compétition ? C'est Hublot. Hublot. Ben oui, c'est Mais une marque de luxe. Oui, c'est une marque de luxe, mais vous savez, depuis quelques années, les gens ne se rendent pas compte que c'est pas parce que le foot est un sport populaire qu'il ne drague pas les marques de luxe. Là, n'oublions pas, à chaque Coupe du Monde de foot depuis quelques années, d'ailleurs je me rappelle avoir été au Brésil, comment arrive la Coupe du Monde ? Dans une énorme malle, Louis Vuitton. On va dire, mais enfin c'est pas possible. Que fait la malle Louis Vuitton avec cette Coupe du Monde ? Ça n'a rien à voir, mais c'est exactement l'inverse. Parce que c'est le sport roi dans le monde, c'est le sport qui traque le plus d'argent, qui fait fantasmer le plus les riches du monde entier, et tout le monde aujourd'hui veut être soit côte à côte de rappeurs, soit à côté de footballeurs. Alors, cette semaine, je vous interromps. Cette semaine, justement, ce sponsor de la Ligue des Champions a présenté un nouveau modèle. On peut le voir. Il est vendu 6 100 €. Est-ce que vous croyez que les supporters qui étaient hier à Lens connaissent, un, la marque, et deux, sont susceptibles d'acheter ce genre de modèle ? Oui, ils connaissent, bien entendu qu'ils connaissent Non, pire. moi je suis convaincu mais qu'ils connaissent pas. non seulement ils connaissent, parce que toutes les plus grandes stars du monde la portent. Mbappé en premier, il y a eu Pelé avant. Pardonnez-moi, commençons par le commencement. Là, vous commencez par la fin. Aujourd'hui, Mbappé a une montre Hublot. Aujourd'hui, LVMH est l'écrin de la Coupe du Monde. Ah oui ? Mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui parce qu'il y a une confluence entre le monde du luxe et le monde du sport, parce qu'il y a une autorisation. Un petit peu comme la démocratisation du luxe dans les années 70, avec les baby-boomers, qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec énormément de boutiques de luxe et des marques de luxe qui ont la possibilité de toucher tous les marchés. Revenons à l'origine. À l'origine, Hublot, c'est une marque qui est à la ramasse. Et il y a une personne proche du groupe LVMH qui s'appelle Jean-Claude Biver. C'est un peu un génie de l'horlogerie. C'est lui qui a remis au goût du jour la montre automatique. Il a remis en place Tagoyer. Et un jour, on lui confie Hublot. Et il y arrive de façon brillantissime. En réduisant le nombre de produits, mais surtout en se disant c'est simple, j'ai besoin d'un écho du plus grand nombre. L'écho du plus grand nombre, c'est le foot. Je n'ai pas d'accessibilité dans le foot, mais surtout, personne ne perçoit Hublot comme étant utile dans le foot. Alors ce que je vais faire, je suis suisse, enfin luxembourgo-suisse, mais la marque est suisse, j'ai mes copains de l'UEFA à Nyon, je vais aller les voir et je vais signer en 2008. 2008, c'est donc ça remonte à vachement longtemps. 15 ans. Un partenariat, mais je ne vais pas montrer mes montres. À chaque fois qu'il y a un changement entre le numéro 18 et le numéro 14, il y a un panneau. Ou le temps additionnel. Ou le temps additionnel. Et il y a un panneau. Avec le tennis. Attention, sous une forme iconique d'une montre Hublot avec quel est l'ADN d'Hublot ? Ce sont Les vis. des rivets, d'accord ? Et là, quelque part, on est habitué à voir Hublot. Ensuite, avec des modèles qui vont cette fois-ci toucher les sportifs, les joueurs professionnels qui ont de gros moyens. Encore une fois, on passe d'une montre à 10, 12, 15 000 euros à des montres à 200 000 euros, pavées de diamants avec une carte de l'Afrique, etc., etc. Et quelque part, on a installé Hublot, comme Timex à une époque Et pour était répondre, installé. oui, mais la deuxième question, c'est est-ce que les joueurs de Lens, est-ce que les supporters de Lens peuvent se la payer ? Mais ils s'en foutent, Hublot. C'est pas le problème.
Hublot a décidé de prendre le foot par le haut, donc les joueurs de foot qui ont des millions, et les supporters les plus riches du monde du football. En gros, ils ne sont pas là pour vendre des millions de montres comme le feraient nos amis de Swatch. Ils sont là pour de surfer sur la vague du foot, pour vendre en haut de la vague, au plus cher. La preuve, 6 200 €, il y a peut-être 10 personnes dans le stade qui l'ont, mais les 10, ils vont le montrer à leurs potes qui ne connaissent rien au foot, mais qui vont pouvoir l'acheter, parce que c'est la montre le plus à la mode dans le coup. Quand bien même il le pourrait qu'il ne le ferait pas, elle est éditée à 200 exemplaires. Le Footix, c'est à des années-lumière de cela. Il y a au moins 10 000 commandes pour 200 exemplaires. Le coût est très bon, mais ça spécifie une seule chose, c'est qu'on a une montre qui va être directement connectée avec tous les résultats de Champions League. C'est génial. C'est une montre d'aficionado. C'est un lien très fort entre un produit et un univers. Bien joué, mais encore une fois, ça s'arrête là. Très malin. C'est comme une appli. En fait, ils ont inventé l'appli avec l'appli en live. C'est la LDC Live sur une montre de luxe. Franchement, fallait le faire. Puisque c'est très malin, on s'arrête là. Messieurs, quelle est la couleur qu'on ne doit jamais porter sur un plateau de télé? Alors, de mémoire, connaissant un petit peu la technique, c'est malheureusement la couleur de votre pull, c'est le vert. Parce que c'est un fond incruste. Et quelle est la couleur de l'espoir? C'est le vert aussi. Donc c'est le vert aussi. Et encore une fois, j'ai choisi mon camp. Voilà. Dupont va nous permettre de gagner la Coupe du Monde et il jouera ce week-end. Et ça c'est formidable. Ce week-end ou il ne jouera pas ce week-end. Ouais, alors il jouera pas ce week-end, c'est une certitude. Et encore une fois, ça n'a jamais été un doute, en tout cas dans mon esprit. Jouera-t-il en quart de finale si la France est qualifiée? En fait, j'aimerais bien placer cette conversation sur le saut de l'espoir, un petit peu comme la couleur de votre pull, parce que on a vu pendant 15 jours en France, on est tous orthopédistes, on est tous chirurgiens maxillofacial et on a tous un avis pour savoir exactement ce que va faire Dupont. Mais d'un autre côté, j'ai plus l'impression qu'on soit au quotidien. Vous savez, dans ce bouquin des années 60 extraordinaire, Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. C'est-à-dire qu'on est là, oui, on est dans le conte, on est dans le récit, on est dans l'espoir. Et en fait, l'homme a besoin de récit. On a besoin qu'on lui raconte quelque chose. Regardez un petit peu les grottes de Lascaux, on raconte quelque chose. Et c'est exactement la même chose. Là, aujourd'hui, on ne sait rien, on ne l'a pas entendu une fois. On a vu une photo. On a vu qu'une photo. On a vu un SMS. Et là, qu'est-ce qui se passe gentiment? On nous détaille par le menu exactement son entraînement physique. Mais d'abord, excusez-moi l'expression, c'est chiant à mourir, mais ça ne veut pas dire qu'il va jouer en quart. Mais on entretient l'espoir, on entretient le compte, et quelque part, quand bien même il serait sur le banc comme un talisman, la France et les Français seraient largement satisfaits. Et voilà, moi je pense que le plus important, c'est pas qu'il soit sur le terrain, c'est qu'il soit avec l'équipe de France. En gros, on n'imagine pas. Si il est sur le terrain, c'est mieux. Non mais encore une fois, le plus important, c'est qu'il soit dans le groupe. N'oubliez pas que juste après sa blessure, on pensait qu'il allait être carrément remplacé, sortir du groupe. C'est impossible. Ça, j'en fais pas. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il est bien plus important que Galtier, bien plus important que n'importe quel autre joueur, pas seulement pour ses qualités techniques, physiques, au niveau tactique, mais par sa présence, parce que c'est le symbole du sport français aujourd'hui, non pas seulement du rugby. Donc le fait qu'il soit là, c'est comme Cantona à l'époque, quand il était à Manchester, j'ai eu la chance de parler avec tous ses coéquipiers, ils m'ont dit, écoute, c'est simple, même blessé, même sur une petite chaise, tu le mets au milieu du terrain, avec lui, on ne peut pas perdre. C'est exactement ce que représente Dupont aujourd'hui. Il faut s'en enorgueillir. Eh bien, c'est très bien parce que, pour le coup, ça fera notre feuilleton des prochaines semaines. Voilà. Et si je peux me permettre, et c'est vrai que c'est pour revenir sur la couleur vert, malheureusement, on est quasiment convaincu qu'en quart de finale, la France jouera contre ou l'Afrique du Sud ou l'Irlande. Les deux jouent en vert. Donc, c'est un message d'espoir. Et il y a un autre symbole, c'est que c'est la couleur du logo de Bismart. Serviteur. La petite flèche. La petite flèche. Messieurs, qui cette semaine a gagné 20 000 € par seconde? Pas moi. Malheureusement. Vous parlez de l'euro million. Vous faites un peu moins dans la tronche. Exactement. Oui, Cédric Doumbé, dans son combat PFL, UMC, enfin encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir que... Vous pouvez dire ce que c'est? Ouais, c'est du MMA, d'accord, Mixed Martial Arts. Dans une cage. Dans une cage, tous les coups sont permis ou presque. PFL, c'est un petit peu une entreprise parallèle, similaire à l'organisation classique. Professional Fighters League. Voilà, qui est l'UMC, mais il y a un enjeu. Et l'enjeu aujourd'hui, le meilleur moyen, parce que c'est le premier coup, le meilleur moyen que PFL fasse sa trace, c'est qu'il y ait un buzz. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le buzz, il est absolu. Énorme. Il est énorme, et puis je vais vous dire, aujourd'hui, il y a ce qui se passe sur le ring, il y a les combats en dehors du ring. On sait très bien que rien de tel
qu'un OM PSG pour relancer l'attrait sur la Ligue 1. Et ben maintenant, ça va être pareil pour le MMA. PFL contre UFC. Alors évidemment, ça passe par Doumbé aujourd'hui, mais demain, ce sera d'autres. Mais si on crée cette guerre de ligue, comme à l'époque, vous savez, avec la WBC, WBA et l'IBF en boxe, on regrette ces grands fights. C'est eux qui se tiraient à la bourre. C'est eux qui organisaient les grands... Ok, Franck, la grande différence, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et là, on se rend compte qu'en amont, il y avait Don King qui t'a réseau social tout seul. Les réseaux sociaux sont prédominants. Le message du combat, c'est pas qu'il ait gagné 20 000 euros par seconde pendant 9 secondes. C'est pas qu'il ait lancé PFL. C'est qu'il ait dénoncé son ancien manager, qui est le manager de son adversaire, pour dire que c'est quelqu'un d'absolument pas exemplaire et qu'il a été accusé pour violence conjugale. Et là, on se dit, on est mélangé entre Voici, Gala, Hanouna, Canal+, Sport, etc. Et sincèrement, il y a un mélange des genres qui ne va pas du tout. Il n'y a pas que ça, c'est qu'avant, il était UFC. Il a été blessé avant un combat. UFC l'a lâché. Et en fait, il a dit, vous verrez, UFC va le regretter. Donc il y a une revanche aussi de l'ancien qui était ce boxeur incroyable qui est soutenu par l'UFC, qui passe chez PFL en disant moi maintenant je suis PFL, vous allez le regretter. Et en plus, gagner en 9 secondes, ça montre à quel point en 9 secondes, PFL l'a emporté sur l'UFC. Ouais, il n'y a pas besoin de plus de 9 secondes, vu que le message est passé et que Doumbé a été plus longtemps sur les ondes à décrier donc le Fernand Lopez, son ancien manager, désolé de le citer, et l'attrait de la PFL, que de combattre. Et quelque part, ça me fait penser un peu au sujet précédent, avec l'Olympique Lyonnais et avec les investisseurs américains. On a vraiment l'impression que la chose sportive est anecdotique par rapport à l'impact que ça suscite, et notamment le buzz sur les réseaux sociaux. Messieurs, est-ce qu'on n'assiste pas, lorsque j'observe la faiblesse de nos champions de boxe et donc finalement de l'écosystème de la boxe, à un transfert d'intérêt des Français pour ce genre de discipline? Mais bien sûr, depuis quelques années, c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs aussi. C'est qu'aujourd'hui, on a des combattants qui sont dans des sports comme le MMA, mais aussi la boxe thaï, et qui commencent à attirer un public de boxeurs qui sont un peu en mal de grands combats. Et donc, de grands champions. Et de grands champions. Et de grandes sommes. Hein. Doumbé, il vient du kickboxing. Il a annoncé clairement qu'avec le kickboxing, il gagnait 15 à 20 fois moins qu'avec PFL. Et là aussi, c'est un message très fort. C'est dire à ses copains du kickboxing, venez renforcer les rangs. Et quelque part, on se rend compte d'une seule chose, c'est que quel que soit le sport de combat, ce qui compte, c'est l'enveloppe budgétaire. Et ça me pose un vrai problème. Oui, parce que demain, ce qui va se passer, c'est que d'abord, au niveau des pratiquants, il y a énormément de jeunes qui partaient, il y a encore 20 ou 30 ans, boxe française, boxe anglaise, boxe... Maintenant, ils vont vers le boxe et puis ils veulent tous aller dans la cage, ils disent. Je veux aller dans la cage. Donc, quelque part, on change le paradigme. Pourquoi on revient, et c'est aussi un débat qu'on avait sur le rugby, vers des sports beaucoup plus violents. Même si le MMA est un sport fabuleux parce que c'est un mélange de jiu-jitsu brésilien, boxe high kick, etc. Mais pour les parents, amener son fils ou sa fille, regardez l'essor chez les filles, au MMA, faut vraiment le vouloir. Donc attention, il y a non seulement un problème d'audience, problème de fric, mais un problème de santé. Et un problème d'éthique, parce que depuis le début, figurez-vous que pendant ces 9 secondes, il y a un Gus en face qui a été KO. Mais ça fait 3 semaines qu'on nous parle des fractures maxillofaciales avec Dupont et avec... Mais comment va-t-il à propos? On n'en a rien à faire. Et ça m'inquiète. Merci. On va parler musique dans Smart Sport. Quel est votre groupe préféré? Rolling Stones. Quel est votre groupe préféré? Les Rolling Stones. Pareil, musique. Erupted in fire and sound about 9:13 tonight. Where long-haired, tie-dyed, barefooted young people geared up for what some are calling the show of a lifetime. Clearly, stadium officials are pleased. Extraordinaire. Extraordinaire parce que... Mais racontez le coup qu'ils ont fait. Le coup qu'ils ont fait, mais c'est pas la première fois. Hein. Ils l'ont fait avec la Ligue nationale de baseball. Et en fait, ils ont proposé, ça c'est malin parce qu'ils lancent leur nouvel album. Le 20 octobre. Le 20 octobre. Et ils ont proposé... Donc, qui est génial. Hein. Qui est extraordinaire. J'ai écouté déjà un ou deux titres. Magnifique. Un avec Lady Gaga et Stevie Wonder. Magnifique. On dévoile un petit peu, vous l'écouterez. Mais en fait, ils ont proposé finalement de faire un album vinyle aux couleurs de toutes les franchises de la National League. C'est extraordinaire parce qu'on vient de le voir avec la langue, avec les coutures d'une balle de baseball, toutes les couleurs, et ça c'est fabuleux, mais c'est pas la première fois. Ils l'ont fait avec le foot, ils l'ont fait avec le PSG, ils l'ont fait avec l'OM, et là ils préparent de le faire
avec Barcelone juste avant le match contre Real Madrid. Ça veut dire quoi? C'est une marque mondiale aujourd'hui, les Stones, mais c'est surtout un logo. Ce logo, cette marque, on peut très bien ne jamais avoir entendu un disque des Stones. Et en revanche, on ne peut pas ne pas connaître cette langue magique. Moi, j'adore parce que le baseball, vous savez que c'est un de mes sports d'origine. Hein, mais c'est risqué malgré tout parce que finalement, vous avez 75 ans, il en a 83, et je suis pratiquement centenaire. Nous, presque. Nous, on connaît les Stones. Mais les jeunes fans qu'on dit. Mais justement, c'est ça qui est génial. Pierre, justement. Vous savez, quand on regarde les musiciens des Rolling Stones, on est vraiment proche de l'immortalité. On ne sait pas comment aujourd'hui encore ils sont avec une telle forme et toujours en vie. On le sait, mais c'est formidable. C'est pas pratiqué. Mais il y a deux éléments très très importants. Le premier, c'est que quand vous regardez le baseball aujourd'hui et le baseball il y a 100 ans, c'est le même sport. On est exactement dans un conservatisme absolu. Presque les mêmes règles. Le baseball, c'est l'Amérique traditionnelle, c'est l'Amérique de tout temps. Et quelque part, il y a un référent avec ça. Les Rolling Stones viennent se nourrir à l'intemporalité de ce sport. Et deuxième élément, les Stones sont des musiciens anglais, comme tout le monde sait. Et pourquoi aux États-Unis est-ce qu'il va y avoir ce lien? C'est très simple. Tournée 1989, 50% de la tournée des Rolling Stones aux États-Unis se passe dans les stades de baseball. Ok. Ensuite, en 1997, le plus grand concert se fait au Dodger Stadium à Los Angeles. Et en 2005, ça se passe à Fenway Park à Boston. Donc il y a un lien très fort entre l'ADN du baseball qui est intemporalité et immortalité, et les Rolling Stones qui est intemporalité et immortalité. Comme s'ils viennent en France, malheureusement, ils ne vont pas aller dans des stades de basket ou des stades de rugby, ils vont aller dans les stades de foot. Ils ont tout compris aux États-Unis. Si vous n'êtes pas dans le baseball, l'Américain moyen ne vous connaît pas. Donc en fait, depuis le démarrage, comme ils veulent être le plus grand groupe du monde, c'est drôle parce que je dirais pas ça des Beatles. Les Beatles gardent l'ADN anglais beaucoup plus fort que les Stones. Les Stones, il y a plein de gens qui se disent oui, ils sont anglais, mais ils sont peut-être, je crois qu'il y en a un ou deux qui sont américains. Attendez, n'oublions pas une chose, c'est que les Rolling Stones, ça vient d'une musique de blues. Ce sont des bluesman. Les bluesman, c'est pas du rock. Sont issus du Mississippi. Donc encore une fois, c'est une musique américaine et c'est un tribute aux États-Unis, pour leur rendre hommage de manière à ce que les choses soient égales par ailleurs. Et il faisait la première partie de qui? De James Brown, aux États-Unis. Donc vous imaginez Mick Jagger qui chauffait la salle pour Mr. Dynamite, qui était James Brown. C'est tout un signe. C'est un groupe de R&B, on le sait. C'est pas un groupe de rock, alors que, on va dire, les Beatles, c'est un groupe de pop anglaise. On dit pas que c'est un groupe de R&B anglaise, puisque ça n'existe pas, la R&B anglaise. Donc, encore une fois, l'ADN est respecté, c'est magnifique, et puis ça aide à valoriser ce sport magnifique qui n'est pas encore, enfin, qui a été olympique, qui ne l'est plus. Moi, je prends vraiment le baseball et son grand retour dans l'olympisme. D'ailleurs, avec un ami, Bertrand Maire, on a recréé le club du Ranelagh, le baseball club du Ranelagh, il y a maintenant plus d'1 an et demi. Dernière question, parce que là, vous êtes parti, je dois. Ah mais oui, parce que je dois vous dire. Comment s'appelle votre groupe? Mon groupe s'appelle les Stonewashed. En fait, le groupe, pas son groupe de baseball, son groupe de musique. Alors, mon club de baseball s'appelle le Ranelagh. Mon groupe de musique depuis 15 ans s'appelle les Stonewashed. Sur 20 titres, il y en a à peu près 12 des Stones. C'est Stevie Wonder, c'est James Brown. C'est justement cet univers de R&B. Vous l'avez compris. Je suis passionné. Passionné et encyclopédique. C'est la fin de cette édition, cette semaine de Smart Sport. Messieurs Tapiro, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.